systems are offline. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Mercredi 16 août 2023, bonjour à tous, bienvenue sur Kavi Media, le média du développement, et dans cette émission, le scanner. Comme vous le savez, le scanner est une émission qui vous permet de comprendre l'actualité sur toutes ses formes du lundi au vendredi. Vous nous recevez chez vous quand il est 9h et ce jusqu'à 10h30. Bienvenue si c'est 20 ans. Vous nous prenez en marche les opérations de contrôle et de perforation des anciens permis de conduire et carte grise démarre ce mercredi 16 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministère des Transports conformément aux accords signés le vendredi 4 août 2023 entre le gouvernement, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, UNTRG, et la Fédération syndicale professionnelle nationale de transport et mécanique générale, FSP-NTMG. Si le communiqué précise que ces opérations de contrôle et perforation des anciens documents n'entraîneront pas de verbalisation. La crainte du non-respect de cette mesure persiste. Faut-il compter alors sur le 110 qui est le numéro vert pour toutes les arnaques policières? On en parle dans cette émission, le scanner. Et après ceux de Cancan, les manifestants anti-CNRD dans le viseur de la justice, si pour l'heure il n'y a eu aucune interpellation, ces derniers pourraient dans les heures et jours à venir faire face à la justice, à en croire le procureur général près le tribunal de première instance de Conakry. Des instructions pour l'ouverture d'une enquête seront données au procureur de Kaloum. Avec cette démarche, pouvons-nous dire que le gouvernement veut faire respecter le contenu du communiqué interdisant toute manifestation de quelconque nature? Vous aurez tout à l'heure la réaction de nos chroniqueurs dans cette émission. Et puis, le gouvernement guinéen présente le document de programmation budgétaire pluriannuel 2024-2026 aux conseillers nationaux ce mercredi. Le document s'inscrit dans la dynamique de la transparence budgétaire et contribue à accroître la lisibilité du Parlement sur la trajectoire des finances publiques conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et du décret portant cadre de gouvernance des finances publiques. Ce document qui détermine les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des dépenses comprises entre 2024 et 2026 fixe également la trajectoire pour les actions prioritaires du gouvernement. Au Parlement, le débat permet au gouvernement de présenter les grandes orientations de la politique des finances publiques et les priorités budgétaires pour la période 2024-2026 sur la base du cadrage macroéconomique et des objectifs de PNDES, le programme national de développement économique et social. À travers ce document, s'il est approuvé par le CNT, le ciel se dégage-t-il pour les actions visant à un retour à l'ordre constitutionnel? Analyse des chroniqueurs à suivre également dans cette émission. Et dans la dernière partie de cette émission, nous parlerons de la nomination des chefs de quartier de district par les gouverneurs, avec pour interrogation le CNRD voudrait-il installer ses propres hommes? Quelle constitution pour la Guinée et comment éviter un glissement du chronogramme si les fonds demandés ne sont pas obtenus, mais également de l'organe de gestion des élections? Et pour en débattre, Dr Alassane Makane Rakake, il est ancien chercheur, juriste et ancien membre de la CENI. Il va tout à l'heure se prêter à nos différentes questions. Vous êtes sur la 89.5 en bande FM, vous êtes sur Kavi Media. Si vous nous regardez à l'instant, bienvenue, installez-vous confortablement. Tout à l'heure, nous lançons les débats.
Et puis c'est parti pour 1h30 de débat ici dans ce studio avec mes je vais dire mes compagnons de chaque matin. Hein. Ali Badara Akila qui est convalescent. Hein. Bonjour, malgré la santé. Ah, tu es là, hein. Bonjour Abdallah, bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Quand vous me regardez, vous sentez un peu de sourire aux lèvres. Je ne souris pas, mais ça me fait juste marrer parce que le ministère, le département censé nous sécuriser, non, assurer... on va pas revenir là-dessus. Ça me fait juste rire. Oui, quand j'apprends qu'il y a tu auras ton temps des escamotages. Tu auras ton temps de prolongation demain. On ne va pas revenir sur ce sujet. Hier, on en a largement débattu. Tu auras ton temps de prolongation demain. Demain, c'est jeudi. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour. Très bien, Nadia. Hein. Bonjour, le chef de file. Bonjour à la production et... Merci pour tout. Et à la réalisation. Et à la réalisation, mais oui, bon. Tu as eu ta tasse de thé. Maintenant... Oui, je l'ai eu. Il était à la recherche, il n'a pas eu. Non, c'est le plus grand malheureux. Hein, il n'a pas pris ce matin. Non, il a eu sa tasse de thé. Merci au grand frère Silla et à toute l'équipe, évidemment. Il faut remercier la direction. Chaque matin, un petit café, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est réconfortant. On le remercie et merci pour tout. Ah, t'as réchauffé, tu es maintenant en forme. Effectivement. Malgré la fraîcheur, tu as pu gérer. Voilà. Donc. Allez, on parle de ce premier sujet, un sujet qui ne passe pas inaperçu, Yaya Diallo, parce que de ce côté, nous avons eu dans cette émission, le scanner, le syndicat, si on peut l'appeler comme ça, de ces transporteurs routiers ou terrestres, si je me plante un peu avec l'appellation, syndicat professionnel national des transports et mécanique générale, et de l'autre côté, il y a l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. Oui, lui, on l'a eu ici, qui est intervenu, le président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée. Et parlant de cet accord, aujourd'hui, c'est le démarrage, on va dire le coup d'envoi de ces opérations de contrôle et de perforation. Mais une crainte qui s'impose, pas qui se pose, mais qui s'impose, c'est que on a peur que les policiers ne respectent pas les consignes données. Quand on sait ce qui existe, les réalités vivantes sur le terrain, est-ce qu'aujourd'hui il faut craindre, Yaya? Oui, véritablement il faut craindre. Je voudrais d'abord avant tout dire que Donzo, puisque c'est pas le nom, Frébori Donzo l'avait ici, il nous a voulu faire comprendre que tout marchait bien et que se sont entendus sur un nombre de choses et que le gouvernement était sur le point de se bouger. Eh bien, moi, je me rends compte qu'en réalité, je n'ai rien constaté comme progression. Il y a eu des changements. Lesquels les prix ont baissé. Les prix, c'est-à-dire... Oui, il a même rappelé, il y a un communiqué conjoint qui est sorti le 1er août. Peut-être que tu l'as oublié. Non, mais je pense que c'est pas quelque chose peut-être que tu l'as oublié. Mais oui, mais c'est pas quelque chose qui est... À mon avis, c'est pas quelque chose qui... J'attendais mieux, si je voulais dire. Ça, je suis d'accord. Là, je suis d'accord avec mieux que ça soit revu à la baisse. Encore plus. Parce que la situation, à mon avis, et c'est ce qui poussera les uns les autres à crier souvent. Et je ne joue pas prophète de malheur, mais nous allons forcément assister à cela. Parce que vous vous rappelez qu'il n'y a pas plus de 2 semaines, et les uns et les autres, notamment sur l'axe, sortaient ici pour manifester, je ne sais pourquoi. Et on nous apprenait que c'était pour le prix exorbitant, le prix tout au moins exorbitant sur les droits de délivrance pour la réimmatriculation, la matriculation. L'immatriculation. Ou l'immatriculation, vous vous rendrez compte qu'il y a un véritable problème aussi qui s'annonce. Quand on nous parle maintenant que, puisque le communiqué est assez clair, c'est du 16 août jusqu'au mois de septembre, si je ne me trompe pas, pour tout ce qui est contrôle et perforation. Normalement pour respectivement la date butoir pour les permis de conduire, on parle du 31 octobre 2023 et pour les cartes grises du 31 décembre 2023. Donc cette verbalisation, bon pas une verbalisation, ce contrôle notamment démarre maintenant, aujourd'hui, le 16 août, et à partir du 1er novembre, normalement les verbalisations doivent tomber. Novembre, hein, pour les permis de conduire, et pour la carte grise à partir du 1er janvier 2024. Ah oui, c'est bon. Vous voyez très bien que... Donc jusqu'au 1er novembre, pour les permis de conduire, vous pouvez avoir votre permis de conduire avec cette couleur rose, hein, si je ne me trompe,
et continuez vos activités. Mais au-delà du 31 octobre, c'est-à-dire à partir du 1er novembre, si vous n'avez pas votre permis de conduire biométrique, vous serez verbalisé. Oui, c'est ce qui est... votre engin immobilisé. Oui, maintenant, je vois là un véritable choc entre nos forces. Oui, nos forces. Ce n'est pas le départ qui est important aujourd'hui, puisque dans le communiqué conjoint, dans l'accord, tout cela a été mentionné. Aujourd'hui, c'est juste le coup d'envoi. Oui, c'est le coup d'envoi. Je ne comprends pas ce matin. Je suis en train de vous interpeller sur une réalité. Je suis en train de vous interpeller sur une réalité, connaissant très bien nos forces de défense, nos forces de sécurité, nos forces de sécurité, notamment la police routière. Et d'ailleurs même la CMS qui s'invite pleinement dedans, qui est en train petit à petit de booster, de botter hors de leur fonction, puisque cela revient, c'est une fonction régalienne qui revient à la police routière. Aujourd'hui, quand vous prenez tous les grands carrefours, c'est des carrefours qui sont complètement, disons, remplis de la CMS, qui jettent sur les uns et les autres en toute illégalité. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'inquiétude parce que la police routière va de maintenant commencer, puisque c'est cela qu'il s'agit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, forcément, les citoyens seront exposés à cette arnaque policière. Absolument. Mais le ministère de la Sécurité a quand même donné un numéro, c'est le 110. Cette raquette va commencer à partir d'aujourd'hui. Pour la police routière, c'est une véritable aubaine pour se remplir, se remplir les poches. Alors, ils ne vont pas attendre la date butoir, c'est-à-dire que le 1er novembre. Pour eux, les choses vont commencer de maintenant là, et ça serait véritablement un véritable coup de choc. Je ne joue pas au prophète malheur, mais si on n'y prend pas garde, et là j'interpelle les autorités au plus haut niveau, si on n'arrive pas à sanctionner derrière cela un communiqué qui indique clairement que... un communiqué dans lequel ils doivent mettre en garde toute la police, notamment celle routière, de ne pas s'exposer ou de s'hasarder à s'en prendre aux citoyens pour quelconque raquette. Très belle proposition, oui, il faut le dire, Yaya, il faut faire un autre communiqué comme tu l'as déjà proposé. Oui, Akila, le 110, que fait-il dans toute cette procédure? Parce que j'aimerais m'amuser quand même à appeler le 110, je vais demander à Yaya d'appeler le 110, on va voir si ça passe. Parce que j'ai cette curiosité et chaque fois j'échoue lamentablement quand j'essaie de joindre ce numéro. Je parle de moi. Non, moi personnellement. S'il y a choc, mais que la situation se métamorphose pour qu'on déguste les palabres qui vont s'exposer dans les rues. Vous savez, quand on parle un peu de la police routière... Akila me semble être assez nostalgique de tout ce qui est manifestation. Parce que lui aussi, c'est son oxygène. Non, mais on va pas rentrer dans ces détails. Attention, mais quand même... Vas-y, Akila. Ces expressions sous-entendent que ça passe ou ça casse, quoi. Je vieillis quand il n'y a pas de manifestation. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous prenez ce côté... Rectificatif. Vous savez, moi, je suis quelqu'un... J'aime faire des erratums. Aujourd'hui, le 110, il passe, hein? Non, mais le 110, je parle d'aujourd'hui. Non, mais le 112, oui, le 110 a toujours passé. Oui, non, mais je ne fais pas le Est-ce que vous avez des réponses? Je ne ferai pas. Non, mais le 110 passe. On va demander à la réalisation de voir est-ce que tout se porte bien de ce côté. Est-ce qu'il accueille là? On va voir tout cela après l'émission. Demain, c'est jeudi. C'est jeudi d'enquête. On aura tout le temps d'en parler. Mais parlons de ce 110 aujourd'hui dans le contexte actuel. Est-ce qu'avec le démarrage de cette procédure, de ces opérations, le 110 aura un rôle primordial à jouer? Non, le 110 aura un très grand rôle, d'ailleurs qui sera primordial, mais ne vous limitez pas qu'à seulement cet aspect. Prenez cet autre côté aussi qui est le comportement indélicat de certains chauffeurs. Vous savez, quand nos chauffeurs voient des polices, surtout ceux de la police routière, ils ont l'impression qu'ils peuvent les tabasser à tout moment. Et aujourd'hui, ici, le gouvernement a fait un communiqué relatif ainsi. Je crois que il serait, de façon très religieuse à ses chauffeurs, mais aussi aux policiers d'accepter les règles de jeu. Et si
vous prenez la police routière, il y a souvent certains policiers qui détruisent aussi le nom, s'il faut, ternissent l'image de certains. De notre police nationale. Hein. De certains patrimoines. Voilà. Et aujourd'hui, quand vous prenez tout ça, d'autres même vont en faire de leur tontine. Ils disent quand oui, mais ça, moi je connais des commissaires. Ça se passe dans la circulation. Je connais quand même des commissaires le matin qui s'essayent pour demander 3 à 4 véhicules. Voilà, ça se passe dans la circulation. Il y a même certains à cause ici au Carrefour, quand ils t'arrêtent, ils disent petit moi, depuis 6 h du matin jusque-là, je n'ai pas pris mon petit déj. Voilà, non, c'est la réalité. Ça prouve à suffisance même que notre police routière aujourd'hui, elle n'est pas prise en charge. Non, elle est prise en charge. Non, mais elle n'est pas prise en charge. Non, elle est prise. Non, mais c'est des gens qui sont malheureux. Non. C'est des gens qui sont malheureux. Non, je peux pas, ils sont payés à combien? Est-ce que et si vous partez dans les circulations, dans les ronds-points, trouvez-vous des policiers, vous trouverez même d'autres qui n'ont pas de poche parce qu'ils ont utilisé cette partie pour coller une autre. Mais c'est tout récemment. Ils sont dotés en tenue. Mais c'est tout récemment. Mais c'est fait. C'est tout récemment. On va pas tout peindre en noir. Tu vas voir. Quand ça va. Tu vas voir d'autres policiers assis, ils font un arrondissement sur un bol de 5000 francs. Ça aussi, c'est du mararoulin qu'ils mangent dans les coins de Koza. Donc, nos polices souffrent aujourd'hui. Maintenant, les chauffeurs de leur côté, ils doivent accepter de se plier à la décision des autorités. Parce que ce qui est dit, le communiqué qui est sorti, je crois ça y va dans le sens du respect des règles et de jeu. Maintenant, à la police de se responsabiliser, on n'a pas besoin de faire un autre communiqué pour au moins menacer ou bien dire à ces policiers que si toutefois quelqu'un qui va s'atteler à de telles pratiques se verra face à la loi, déjà le communiqué qui est sorti, c'est un communiqué réel et il faut aussi accepter de se plier, mais surtout à ces chauffeurs de comprendre, parce que vous avez vu, il y a eu assez de rejet de la procédure, les gens ont accepté aussi, l'État même a accepté de faire machine arrière, l'État a accepté un rabais. Maintenant, à ces chauffeurs, à vous, voilà, vous les Abdallah, les détenteurs de motos ou bien de véhicules, à vous, mais oui, à vous aussi de... Mais oui, mais quand même... une moto, tu as un véhicule. Donc, non, attendez. Non, mais tu vas pas me mettre dans cette posture. Allez, moi j'ai déjà... tu sais que ma plaque, c'est une plaque biométrique. D'accord, il n'y a pas de souci. Pour moi, t'inquiète pas. Moi, je suis dans les normes. Si tu veux, je te donne le numéro de ma plaque. Voilà. Je suis dans les normes, tu respectes la loi. J'ai une plaque de couleur blanche et ça indique tout. Allez, vas-y. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que vous acceptez aussi de vous plier. Ça y va dans l'intérêt de tout le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va arriver, c'est bon pour nous tous. Il faut qu'au moins le pays change d'image. Même si d'un côté, nos autorités refusent de changer de posture, mais nous, de notre côté, quand ça arrive, acceptons de nous plier. Maintenant, ce qui concerne le code 110, je crois bien, ce n'est pas une première qu'on nous vende ces genres de numéros, mais quand vous appelez... Et à l'arrivée de Bachir, je me rappelle, il avait donné un 622 10 2x03. Voilà, quand vous appelez, on sait déjà que les gens qui sont là sont des somnambules, c'est des gens qui somnolent, donc ils ne vont pas répondre à cet appel. Mais de toutes les façons, essayons aussi de voir avec le 110, parce que la nouvelle cellule de communication qui est déjà mise en place est une cellule de communication qui veille aussi strictement au respect des textes. Et il faut rappeler ces numéros verts pour les cas d'incendie, c'est très important. Il faut sensibiliser aussi à notre manière. C'est le 18. Pour les cas d'incendie, au lieu de se mettre à jouer aux sapeurs-pompiers, il est important d'appeler d'abord le numéro 18, alerter les sapeurs-pompiers, après maintenant commencer à sauver. Parce que là, plus vous les alertez à temps, plus ils peuvent venir. Pour les cas d'insécurité, c'est là il y a problème. Parce que Conakry, dans sa globalité, c'est une parenthèse que j'ouvre, dans sa globalité avec l'agglomération, l'habitation, les quartiers, je connais le logement de Yaya, je vais l'attaquer pour avoir accès et indiquer tout ça, ça va être difficile. On est dans Coloma. Et peut-être que ceux qui sont près de la route, en tout cas... Complètement dégarnis. Dégarnis, donc très, merci, enfouis dans, comment je peux dire ça, dans des tréfonds même des quartiers, dans des secteurs inaccessibles. Donc le 117, ça va être un peu difficile. Mais aujourd'hui, c'est la journée 110, il faut le dire. Le 110, le numéro doit être ouvert. Vous écartez le 18, vous me parlez de 110. Non, je n'ai pas écarté le 18. Non, je sais ce que je veux dire.
Le plus grand problème, moi, je crois, c'est le numéro 18 en cas d'incendie. Oui, d'abord, il y a mais le 18, on peut être à distance et projeter. Il y a deux problèmes. Il y a deux problèmes. Il y a eu assez de cas d'incendie. Non, on n'est pas là voilà, pour parler des cas d'incendie. C'est juste un rappel. Oui. C'est juste un rappel. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que des paresseux là-bas. Soit il y a un manque d'eau, ou bien il y a un manque de carburant. Eux-mêmes, ils le disent. Là-bas, il y a un manque de volonté. Ils le disent. Maintenant, quand vous prenez le 117, vous n'êtes pas sans savoir. Et d'ailleurs, le ministère le sait, il sait de quoi je parle. Les policiers ont fait des mois ici, plus de 6 à 7 mois sans leur carburant. On ne va même pas polémiquer. Voilà. Ce n'est pas possible. Sans leur carburant. Moi, je dirais que là, ils ont échoué. Le ministère a échoué. Non, mais parce que le ministère lui-même, tu viens c'est la cellule de communication qui a échoué. Alors, non, le ministère a échoué. C'est la politique sécuritaire du ministère qui a échoué. Parce qu'au sein même du ministère, il y a eu des cas d'insécurité. Donc là, on ferme carrément cette parenthèse. Là, carrément. Je pense que ce ministère-là, c'est un ministère complètement dédié. Non, mais tu ne vas pas continuer aujourd'hui. J'ai dit, hier, le ministère a eu tous les coups. C'est un ministère qui constitue un danger pour la République. Et là, il faut le dire, on nous a brandi ici des numéros pour des cas d'insécurité, pour des cas d'incendie, pour des cas de toutes les tracasseries. Le ministère lui-même constitue un problème. Comment un tel ministre peut constituer un problème? Comment un tel ministère peut constituer un problème? Je ne souhaite pas constituer un problème. Il faut dire que tu n'aimes pas la tête de Bachir Gallo. Bachir Gallo, peut-être qu'il faut l'éjecter. On va s'écouter. Si vous avez un problème, en 30 secondes, s'il te plaît. Si vous avez un problème, moi je vous mets au défi. Et notamment Akila. Peut-être que c'est moi qui va te mettre au défi parce que Bachir Gallo est en train de faire son mieux. Ouais. Donc continue on se comprend. Allez, on se comprend. Alors là, je m'arrête là. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que c'est le ministère le plus aphone. Ah non, là je ne te permets pas. Bachir, non, ce matin, je ne te permets pas. Bachir est inscrit dans une aphonie indescriptible. Ce matin, il ne parle rien et là, je pense que c'est une véritable catastrophe. Mais non, ce matin, je ne te permets pas. Tu t'arroses de colère. Je serai obligé de couper vos discours. Tu t'arroses de colère. Tu t'arroses de colère contre Bachir. Tu t'arroses de colère. Non mais franchement, je serai obligé de couper vos micros si on continue comme ça, on va s'écouter. Non mais il est en train de titiller un innocent. On parle pas là de Bachir, on parle plutôt de ces opérations de contrôle et de perforation des anciens permis de conduire et cartes grises. C'est le sujet du jour. Certes, on ne va pas s'aventurer sur des débats de personnes. C'est important pour que les auditeurs puissent comprendre. Aujourd'hui, c'est une question qui persiste. Cette interrogation, on parle de ces tracasseries policières qui pourraient se dérouler sur cette échéance, c'est-à-dire à partir de ce 16 août jusqu'au 31 octobre pour les permis de conduire, pour les cartes grises jusqu'au 31 décembre. Aujourd'hui, il faut quand même dire à cette population, si ces cas se posent, ils n'ont qu'à essayer d'appeler le 110. C'est le numéro approprié pour se plaindre. Pour signaler des cas, cela peut permettre au ministère de la Sécurité d'intervenir rapidement sur le terrain. Que Bachir soit... Oui, on va s'écouter. Que Bachir soit là, que sa politique soit bonne ou pas, le numéro existe. On va aller vers les faits. Moi, je ne parlerai même pas de Bachir Gallo. Je ne parlerai pas de Bachir Gallo. Quand vous parlez de cette tracasserie policière, elle ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça c'est avant Bachir. Il y a de cela des années et même avant Bachir, ça existait. Mais aujourd'hui, vu que c'est Bachir qui est à la tête de ce département, qui est le ministère de la Sécurité, moi je dis qu'il faut aussi élargir un peu la communication. Parce qu'on peut le faire à Conakry, mais est-ce que les policiers de l'intérieur du pays peuvent comprendre, peuvent comprendre aussi être au même niveau que la police routière de la capitale? Souvent il y a cette différence. Les gendarmeries, les postes de gendarmerie. Exactement. Les lois qui sont appliquées à Conakry ne sont pas les mêmes lois qui sont appliquées dans certaines localités. Il y a d'autres qui pensent que c'est une autre république. Comme l'a dit Yaya, voilà. C'est pourquoi il serait intéressant de faire un autre communiqué
pour mettre en garde tous ces agents qui se livreraient à ce genre de pratiques. Le 110 existe, que vous soyez à Conakry ou dans l'arrière-pays, vous pourrez quand même le joindre si vous êtes confronté à des arnaques policières. C'est très important. On a parlé de démarrage des opérations de contrôle des perforations sans verbalisation. Donc si vous êtes confronté à ce genre de problème, si un agent de la police vous demande à ce que vous payez en francs, vous pouvez appeler le 117. Je pense que vous aurez quand même des crédits pour faire cela et essayer de les alerter avec des indications précises. C'est très important parce que nous sommes dans un média de développement. Il est aussi important de sensibiliser à notre manière. Sans transition, on passe à cet autre sujet, Yaya. Je me tourne vers toi. Ces manifestants de Conakry qui risquent dans les jours à venir de faire face à la justice guinéenne. L'annonce a été faite par le procureur général près le tribunal de Conakry. Hein. Oui, malheureusement, nous sommes dans une société... Près la cour d'appel de Conakry. Nous sommes dans une société où... J'ai parlé du tribunal de première instance en plus. Où tout ce qui est principe est devenu exception et tout ce qui est exception est devenu un principe. Moi, je suis républicain et je m'inscris dans ce cadre-là. La République suppose que nous sommes tous soumis à un certain nombre de choses et l'état de droit aussi sous-entend que l'État lui-même est soumis au droit. À ce que je chasse, malgré que nous soyons dans une transition, puisque les gens pensent que quand nous sommes dans une transition, ça suppose que c'est une dictature entre guillemets transitoire qui s'installe et qu'on ne respecte pas, on ne respecte rien, on impose tout aux citoyens. La démocratie, c'est un processus. Nous avons entamé ce processus il y a longtemps et je pense que nous sommes dans ce processus-là. Manifester est un droit constitutionnel pour tout un citoyen. Manifester est un droit constitutionnel, il faut que cela soit clair. Mais les manifestations sont interdites. C'est pas, oui. Pour le moment. Sur quelle base? Mais quelle manifestation? Quelle base? Sur quelle base? Attention, il faudrait que tu comprennes le communiqué de soutien. Les manifestations de soutien sont interdites. Abdallah. Non, sont interdites. C'est ce qui était dit dans le communiqué. Il ne faudrait pas aller au-delà. Je ne parle pas de manifestation du FNDC là. Non, on ne parle pas de manifestation des forces vives là. On parle de manifestations pro-CNRD et anti-CNRD. Et ces manifestations ne peuvent pas être quand même favorables à la quiétude sociale dans le pays. C'est-à-dire? D'un côté, il y a d'autres qui soutiennent le CNRD. De l'autre côté, il y a d'autres qui sont contre le CNRD. Mais attention! Mais c'est l'expression la plus aboutie de la démocratie. C'est cette contradiction. Ouais, on parle de transition là. On parle de transition. Mais il y a aujourd'hui une transition. Écoutez, ça sous-entend, puisque j'ai introduit par cela. Oui, tu es complètement à côté de la plaque. Non, mais pas du tout. Peut-être vous. La situation, elle est délétère. J'ai dit. Non, pas du tout. J'ai dit. Si, la situation, elle est délétère. J'ai dit, s'il n'y a pas des intentions inconnues que les uns et les autres, notamment les dirigeants, sont en train de nous cacher, moi je ne vois rien un problème dans le cadre d'une manifestation quelconque. Tu as lu le retour d'Alpha Condé. Oui, tu as lu l'édito de Koundouno. Si tu avais lu ça, tu allais me donner raison. Parce qu'aujourd'hui, certains acteurs insinuent, ils sont en train d'insinuer que le colonel Mamadi Doumbouya tenterait de se présenter aux prochaines élections. Moi, je suis... Non, mais honnêtement, parce qu'il y a eu des manifestations tout cela a été occasionné, Yaya, parce qu'il y a eu une manifestation pro-CNRD à Kankan. Tout simplement. J'ai dit tout simplement, si vous m'écoutez, allez-y, très largement. On vous écoute. Peut-être on ne se comprend pas, mais peut-être on est sur un tout petit peu la même longueur d'onde. J'ai dit que le CNRD a trouvé une république qui existe, un état de droit, quelles que soient les carences de cet état de droit. Alors, sur cette question, nous sommes dans une transition, ce qui sous-entend que le CNRD est venu pour organiser les élections. On parle de refondation, c'est une autre histoire. D'organiser les élections, donner le pouvoir à celui-là qui a gagné les élections et quitter. Donc ça sous-entend qu'on n'est pas venu ici pour mettre aux éteignoirs tout ce qui est droit, tout ce qui est loi, pour imposer justement son dictat au peuple de Guinée. La manifestation à Kankan, je vous l'avais dit ici, j'ai développé des hypothèses hier pour vous dire, soit que nous sommes dans une situation de mise en scène, c'est-à-dire que
les autorités qui sont là étaient au courant qu'il y a des manifestations qui étaient en perspective. En clair, on va couper court. Non, on va couper court parce qu'on n'a pas assez de temps. Notre invité s'impatiente. On va couper court. Tu estimes qu'on ne doit pas poursuivre ceux qui ont organisé les manifestations à Conakry? Et absolument. On ne doit pas les poursuivre. Absolument. Si on ne les poursuit pas, est-ce qu'on doit poursuivre ceux de Kankan? C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai commencé par cela pour dire qu'il faut laisser les uns les autres se manifester librement et encadrer là, parce que la loi encadre la manifestation. En cas de débordement, en cas de débordement, oui, allez-y. C'est-à-dire que c'est pas, il ne revient pas à une quelconque autorité. Tu supposes qu'on doit soutenir une candidature du président-colonel Mamadi Doumbouya? Non, mais c'est ce que tu insinues là. Hier, je t'ai écouté dans ce studio. C'est toi qui es en train de condamner le fait que les gens aient manifesté. Vous me comprenez. Moi, je suis d'accord sur le principe. Je suis d'accord sur le principe. Si, vous vous rappelez ici, c'est les prémices. C'est de l'ex du Alex. La loi est dure, mais c'est la loi. Oui. Le CNRD a été clair dans le communiqué. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, si tu ne veux pas comprendre cela, parce que là, tu peux donner deux fois de mesure. En 2018, on ne parle pas de 2018. Oui, je vous rappelle l'histoire. En 2018, parlons de cette transition, parce que le communiqué a été clair. Si, à mon avis, si le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas tenté, j'ai dit s'il n'est pas tenté. Qu'est-ce que tu fais du communiqué? S'il n'est pas tenté, s'il n'est pas animé par une tentation de rester aussi longtemps au pouvoir, à mon avis, ça ne lui ferait ni chaud ni froid, parce que déjà, il a donné sa parole aux Guinéens. Au-delà de 2024, il ressemble plus à un politicien qu'aujourd'hui, hein, honnêtement. Non. Oui, Akila, on suit ce dossier de très près. Je dois revenir sur cela. C'est le procureur général près la cour d'appel de Conakry. J'ai plutôt écorché cela en disant le tribunal de première instance de Conakry. Près la cour d'appel de Conakry qui lance l'alerte et bientôt qui va instruire au procureur de la République près le tribunal de première instance de Kaloum d'engager des enquêtes ou d'ouvrir des enquêtes à ce propos. Est-ce qu'aujourd'hui tu as la même lecture que Yaya, c'est-à-dire deux manifestations, des arrestations du côté de Kankan, mais pas du côté de Conakry? Yaya se volatilise aujourd'hui dans ce studio. Il doit redescendre sur terre. Il a pris trop de café. Voilà, il doit redescendre sur terre. Il a sa position. Hein. On ne peut pas. Non, on va respecter ses opinions. Je respecte. Non, j'espère avoir la parole. Non, mais je te dis, voilà. J'ai l'impression que c'est normal. qu'il y a une intention mais sérieux, sois fair play. Mes propos. Sois fair play. Moi, je suis assez clair là. Non, mais sois fair play. Laisse-moi parler. Tu as eu ton temps d'antenne. Chaque citoyen est libre de laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oui, allez. Tes indicateurs, laisse-moi parler s'il te plaît. Allez. Je dis, je ne peux pas comprendre que nous, je crois la semaine dernière, qu'on condamne. Oui, elle était là. Ce comportement. Il était en train de condamner le même comportement. Des soi-disant soutiens du maintien au pouvoir de Mamadi Doumbouya, qu'aujourd'hui, on respecte et puis on défend ceux qui demandent le retour d'Alpha Condé en Guinée. Oui. Mais ils sont tous des affamés. C'est des gens qui sont à la recherche de Mafensonkor. Mais oui. De quotidien. Mais oui. Si d'autres ont été instrumentalisés à Kankan, c'est que ceux qui sont sortis à Conakry, à Kaloum, mais vous pouvez compter ces personnes. Oui. Mais c'est des personnes qui ne réfléchissent pas. Non, mais si. Attention, non, je comprends. Non, on va contrôler nos propos. Si je finis, tu vas comprendre. Non, on va contrôler nos propos. D'accord. Si je dis... On va pas aller avec des propos qui ne riment pas. Hein. D'accord. Si je dis que c'est des personnes qui ne réfléchissent pas... On va retirer ce D'accord, je retire. C'est des personnes peut-être qui n'ont pas eu un comportement qui traite à l'évolution de la société. Exactement. Et qui ne réfléchissent pas, non. Exactement. On va retirer ce genre de propos. Exactement. C'est ce que je voulais dire. Oui. C'est ce que je voulais dire. Un comportement qui ne va pas... Peut-être que tu n'as pas bien compris. Non, mais quand aujourd'hui ne réfléchissent pas, on parle d'animal là. Non, oui, ça n'a rien à voir. Retire le mot réfléchir. D'accord. Aujourd'hui, ces personnes qui ont manifesté à Kaloum, mais il n'y a aucune différence entre ces personnes et celles de Kankan. Ouais. C'est des gens qui sont à la recherche d'un petit quotidien. On vient, on vous partage 15 000, 20 000. Bon sang de bonsoir. Mais c'est des rêveurs. Le retour d'Alpha Condé au pouvoir et dire transition mandat Mara. Certes, transition mandat Mara. Mais Alpha Condé, ce qu'il a fait est pire aujourd'hui que ce que nous sommes en train de vivre. Mais oui, vous avez vu, lors de ces élections, combien de personnes ont été molestées? Même des journalistes n'ont pas été épargnés. Certains médias étaient
tendait vers la fermeture. On sait s'il arrivait à se terniser encore de plus, beaucoup de médias qui critiquaient son régime allaient se voir fermés. Soit vous dénoncez, vous commentez à bon retour, soit vous êtes dans le pouvoir, ou vous n'êtes pas dans l'esprit, on vous met de côté. Beaucoup de médias ont perdu leur marché à cause de ça dans ce pays. Il y en a assez de médias. Aujourd'hui, que ces gens se lèvent pour dire non, nous voulons un retour d'Alpha Condé au pouvoir, mais c'est des chercheurs de Mafé Sonko. Il n'y a pas de différence entre celles-là et ces personnes, celles de Kankam. Donc, s'il y a lieu de faire une poursuite, c'est normal. C'est normal de poursuivre ces personnes. On ne peut pas accepter qu'on poursuive les gens de Kankan et laisser ceux de Kaloum. Mais ils sont qui par rapport à quoi pour ne pas qu'ils soient poursuivis? Surtout en demandant le retour d'un Alpha Condé. Faites un amalgame. Je finis. Est-ce qu'ils doivent être poursuivis? Ils doivent être poursuivis. Donc le procureur général après la cour d'appel de Conakry est vraiment droit dans ses bottes. Il accepte notamment d'aller dans ce sens. Je comprends un peu la politique de ce procureur. Vous savez, on a un problème aujourd'hui dans ce pays. Je n'ai pas vu le procureur réagir quand il s'agissait d'une manifestation pour le maintien de Mamadi Doumbouya au pouvoir. Donc, le ministre de la Justice a réagi. Effectivement. Voilà, le ministre de la Justice a réagi. Pourquoi alors il n'a pas encore attendu que le ministre de la Justice réagisse en ce qui concerne la manifestation de ceux de Kaloum? C'est pourquoi souvent je dis qu'il y a du 2 poids 2 mesures. Parce que c'est un procureur qui n'agit que quand c'est pas bon. Il n'agit pas dans les conformités. C'est un procureur, il attend juste qu'il soit interpellé par le ministre de la Justice. Des fois, je dis, mais il est inexistant. Non. Non, mais si, c'est un procureur qui est inexistant. Je ne vous comprends pas dans ce Tu me comprendras. Honnêtement. Tu me comprendras. Et Akila, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez dormi chez maman. Là, honnêtement, aujourd'hui, vous ne contrôlez pas vos nerfs. Il faudrait qu'on se calme un peu. On va calmer le débat. En 2 mots. Oui, on va calmer le débat. On va éviter d'être dans cette passion. Parce que je sais on n'est pas dans une... On n'est pas dans une passion. On n'est pas émotionnel. Mais le problème est où? Le procureur qui réagit à toujours à maintes reprises, mais il attend la déclaration de Charles White pour prendre la décision. On a l'impression aujourd'hui qu'il est à la solde du ministère de la Justice. Il n'est pas indépendant, c'est ce qu'il veut nous faire savoir. Sinon, il n'est pas comme Charles White. Mais il n'est pas indépendant. Vous avez vu le cas de l'abbé, le juge qui a osé aujourd'hui dire la vérité telle qu'elle est. Avec l'AMG qui tape du poing sur la table. Il a des problèmes avec le ministère de la Justice. Ça veut d'ailleurs dire que ce procureur qui est là, il est inexistant. Il est existant que c'est quand vous critiquez le CNRD, c'est quand vous manifestez votre mécontentement contre le CNRD qu'il réagit. Mais quand il s'agit des dérives du CNRD, c'est qu'il est inexistant. Et ce qui n'est pas normal, ça c'est du 2 poids 2 mesures. Il doit accepter de sortir de ses flèches de parche pour se mettre devant l'opinion nationale. Mais bon sang, s'il continue comme ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un stagiaire de droit qui est à la place de cette procuration. Mais c'est normal. Droit dans ses bottes, comme il sait le faire, Akila. Oui, Yaya. Non, aujourd'hui, Akila, j'ai du mal à le canaliser dans ce studio. Non, ce qu'il faut rappeler, c'est que le procureur quand même relève du ministère public. Donc il n'a des comptes à rendre qu'au ministre de la Justice. Il est sous la tutelle du ministère de la Justice. Sous la tutelle. Tutelle-moi là. Attention. Mais oui, mais c'est un magistrat. Oui. Attention, c'est un magistrat. C'est un magistrat. Merci. Mais le procureur. Merci. Le procureur. Sous la tutelle, je suis d'accord. Le procureur. Mais c'est un magistrat. Il n'est pas obligé chaque fois de courir derrière ou jouer au sapeur-pompier. Il doit avoir son indépendance liée à son statut de magistrat. À son statut de magistrat. Merci. Mais le procureur devant qui? C'est pas l'État, c'est le ministère public. Oui. Alors, la société. Donc, c'est cette question. La société. Cela ne veut pas dire. On dit procureur de la République. Oui, c'est la société. On ne dit pas procureur de motel, on dit procureur de la République. On va pas parler de motel là. Mais quand même. On dit. Attention. C'est pourquoi on dit. Dans le cadre, si vous avez assisté, Abdallah a couvert assez de procès, c'est pourquoi on parle du ministère public. Oui, le ministère public, c'est le procureur. Oui, lorsqu'il s'agit de se prononcer, on dit le ministère public. Oui, c'est des procureurs même qui représentent souvent. Effectivement, donc c'est cette question. C'est question, je pense que chacun, les pires qui sont soumis à la loi, et que les magistrats, en tant que tels,
ne se soumet qu'à la loi, il est avec sa conscience pour être indépendant ou pas. Les magistrats doivent se soumettre à la loi. Le fait de se soumettre à la loi ne peut pas quand même occulter cette liberté que doit avoir le procureur général. Mais où est même son serment? La cour d'appel de Conakry, c'est un procureur général. J'insiste et je persiste. C'est pas un procureur de la République, mais c'est un procureur général d'abord. Attention, c'est un procureur général de la République. C'est pas c'est le PG. En tout cas, personnellement, moi je préfère un mauvais procureur qui dit la vérité qu'un procureur intelligent, un bon procureur qui accepte de défendre le mensonge, mais c'est un danger pour la République. Bien. Je termine sur cette question pour vous dire que vous voyez bien la concomitance de ces manifestations. Il y a une similitude là. Et cependant, je voudrais très bien vous rappeler ce point. Je parlais d'une superchérie hier, mais vous ne m'aviez pas compris. On organise des manifestations procès NRD du côté de Kankan. Entre-temps, tambour battant, on déclenche la machine judiciaire pour interpeller ceux qui auraient derrière ces manifestations. Et nous avons eu notre confrère ici qui nous rappelait que les parrains de ces manifestations-là pourraient venir de Conakry. Et à certaines manifestations, même qui ont avancé certains noms. Entre-temps, 2 jours ou une journée, peut-être après ces manifestations, on assiste à une autre manifestation demandant le retour d'Alpha Condé au pouvoir. Et plus loin, parce que bon, ce qui est important dans cette manifestation, c'est que les gens, quand même, il faut écouter l'opinion des uns et des autres. Ils ont avancé quelque chose qui me semblait assez importante, c'est quand ils parlent de la cherté de la vie. C'est une évidence, et je l'avais dit ici hier. Oui. Je vous l'avais dit ici hier. Alors, à mon avis, si on veut interpeller ces gens-là, ils auraient dit quand même commencer par beaucoup de responsables du RPG. C'est ces 2 poids 2 mesures. Oui, c'est ces 2 poids 2 mesures. Ce ne sont pas des responsables du RPG qui ont manifesté. C'est pas eux qui ont manifesté. Non, mais tu te plantes là même dans les arguments. Suis-moi. Mais je te suis. C'est pas la première fois que Talibé Dabo, qui est un des responsables, pas le moindre du RPG. Mais Talibé n'est pas à Conakry. Non, mais Talibé n'est pas à Conakry. Aujourd'hui, Talibé n'est pas à Conakry. Quand ça manifeste à Kankan, on peut parler de Talibé. Talibé n'est pas à Conakry. C'est un responsable du RPG. Si vous voulez parler de Talibé, parlez d'Alpha Condé. Attention. Alors, parlez d'Alpha Condé. Je vais vous arrêter ou bien je serai obligé de dire à la réalisation de couper. Non, là, on s'écoute ou je vais dire à la réalisation de couper vos micro. Mais c'est très simple. Oui, je suis d'accord, mais je ne peux pas. Mais je ne peux pas te laisser aller sur cette ligne. On parle des manifestants qui étaient dans les rues avant-hier à Conakry. Ils manifestaient au nom de qui? Alpha Condé, pas au compte du RPG. Attention, ils ne vont pas confondre. Le RPG n'a pas brandi de communiqué pour attestant qu'ils font une manifestation. Aujourd'hui, tu te perds dans les débats. Jusqu'à date, honnêtement, il n'y avait aucun responsable du RPG Arc-en-Ciel. Jusqu'à date, attention, il ne faut pas s'acharner. C'est pourquoi nous analysons. Ne sois pas un seigneur accusateur. Attention, on ne va pas s'acharner contre le RPG Arc-en-Ciel parce que certains militants ont pris le soin sur eux. Vous détournez mes propos. Mais c'est ce que tu as dit. Tu dis qu'on doit arrêter Talibé Dabo parce qu'il fait des propos. Non, on parle de la manifestation. Qu'est-ce que on parle de la manifestation du lundi. Parlons de cette manifestation. Qu'est-ce que les manifestants scandaient? Le retour d'Alpha Condé. Aucun nom du RPG Arc-en-Ciel. Le retour d'Alpha Condé. Alpha, c'est qui? Non, mais c'était l'ancien président. Non, l'ancien président de la République. L'ancien président de la République. Et le président du RPG. C'était pas écrit là-bas président du RPG. Attention, Yaya. Allez, on prend une courte transition, le temps pour nous d'ouvrir cet autre sujet. Ici, le débat sont très tendus ce matin. C'est aussi ça, le scanner sur Kaby Média, le média de développement. Juste une petite pause de temps pour les nerfs de se refroidir ici, dans ce studio.
Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Media. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le Scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le Scanner sur Kavi Media. Vous êtes nombreux à nous suivre via notre bande FM, la 89.5. Vous êtes sur Kavi Media, le média du développement. Kavi FM sur la 89.5 Kavi Media. Si vous nous regardez à l'instant, Flash Guinée, Kavi Media sur Facebook, Instagram, YouTube, vous pourrez regarder en direct cette émission également sur notre site siaminfo.com. Vous aurez toutes les informations de dernière minute à travers également notre site. Il est sur ce plateau dans ce studio avec nous. Nous parlerons tout à l'heure de la nomination des chefs de quartier et de district par les gouverneurs. Également, cette interrogation qui se pose, est-ce que le CNRD veut installer ces hommes à ce niveau? C'est la grosse question que nous allons poser tout à l'heure à notre invité. Il est docteur, il faut le dire, il est ancien chercheur, juriste et ancien membre de la CENI. Docteur Alassane Makani Rakaki, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Ça n'a pas été facile de rallier nos locaux. C'est pas facile parce que je suis au l'autre bout de la ville à Kobaya. Oui, ce n'est pas facile. Merci d'accepter cette invitation. On parle évidemment de ce premier sujet qui n'était pas à l'ordre du jour, mais il est important d'en parler avec vous. C'est la programmation budgétaire pluriannuelle 2024-2026. Œil de juriste. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, c'est la présentation de ce document stratégique. On se pose des questions sur la lisibilité. Est-ce que cela va donner une lisibilité, une visibilité sur les différentes étapes à dérouler? Bon, en fait, je vous parlerai ici non pas en tant que juriste, mais en tant que spécialiste des finances publiques. Bien, en tant que spécialiste des finances publiques alors. Bon, en fait, comme vous le savez, jusqu'en 2012, avant que la Guinée ne soit dotée de la loi organique relative aux lois de finances de 2012, nous étions encore avec les budgets de moyens. Autrement dit, on vous remet un certain montant qui ne vous permet pas d'atteindre les missions et ça tourne comme ça. À titre d'exemple, vous voulez aller à Bouquet en mission, c'est un simple exemple pour que ceux qui nous suivent comprennent. On sait que le transport, c'est 100 000 francs. On vous donne 60 000 francs d'aller à Bouquet. Donc on ne peut pas être de rigueur avec vous de votre arrivée à Bouquet parce que vous êtes débrouillé. Budget de moyens. Mais avec le développement, on s'est rendu compte que le budget de moyens pratiquement enrichit plutôt les gestionnaires, ceux qui sont impliqués dans le processus budgétaire. Ainsi, la loi relative aux lois de finances est allée vers les budgets de programme. Or, dans les budgets de programme, il y a un programme, tous les moyens qu'il faut pour atteindre les objectifs sont réunis et mis à votre disposition. Et là, il y a des critères d'évaluation. Donc, en fait, c'est cela. Pour avoir une bonne visibilité et de lisibilité, il faut des programmes pluriannuels. Ça nous permet de comprendre, est-ce que on va faire sur 3 ans, sur 2 ans,
et on cherche à mobiliser les moyens dès maintenant parce qu'on sait effectivement combien vont coûter et quelles sont les conditions de réussite. C'est une très bonne chose. Mais je vous dirais que malheureusement, la loi relative aux lois de finances a été adoptée en 2012 en Guinée. Ouais. Devait entrer en application 5 ans après, donc en 2017. Mais malheureusement, jusqu'à date, on n'est pas dedans. Donc si CNRD veut jeter un coup d'œil dans ce sens, c'est une très bonne chose. Mais je vous dirais sincèrement, cela ne serait possible, son succès, sans la réforme du ministère de l'économie et des finances. Et ainsi que celui du budget, non? Bon, moi, je n'ai même pas de ministère du budget. Je n'aime pas le dire. Je maintiens la théorie ministère de l'économie et des finances. Pourquoi vous ne voulez pas parler du budget? Je ne vois pas l'utilité de les séparer. Et quand je suis allé faire des enquêtes auprès des premiers occupants, je n'ai pas été convaincu. C'est ça le problème. Donc, je n'ai pas été convaincu. C'est un ministère de trop? Bon, pour moi, c'est un ministère de trop, c'est tout. Bien, parlons de cette programmation budgétaire. Quel est le rôle que doit normalement jouer le CNT dans ce sens? En fait, le CNT joue un rôle central dans le nouveau programme de la loi relative des finances parce que non seulement il fait le contrôle a priori, concomitant et a posteriori. Et plus encore, la réforme a permis, pas au CNT, mais comme le CNT joue le rôle du législateur, à faire des contrôles sur pièce et sur place. Donc le débat d'orientation, le CNT associé, toute modification qui devrait se faire après l'adoption du budget doit être faite avec l'accord et l'accord du CNT. Donc en fait, il joue le rôle fondamental dans l'exécution, dans l'élaboration et l'exécution du budget. En principe, en principe, selon les textes en vigueur en République de Guinée. Okay. Mais quand j'ai suivi le débat d'orientation, pour la première fois, ça n'a rien à voir avec ce qui est dit dans les textes. Donc j'ai vu le côté théâtral que le côté pratique et pragmatique. Bien, l'autre question, peut-être avant d'aller avec le TDR du jour, c'est les années définies dans la programmation. On parle de 2024 à 2026. Pourtant, en 2024, normalement, la transition devrait prendre fin. Bon, en fait, quelles sont les conséquences de cette démarche? Bon, en réalité, la programmation budgétaire ne devait pas s'inscrire dans le cadre de la transition. Parce qu'on finance les programmes pluriannuels. Normalement, après la transition, les autorités qui seront là vont continuer avec le programme, probablement en arrangeant ou en l'adoptant comme tel. Mais il faut une vision à long terme dans la gestion budgétaire. Malheureusement, là, je vous le dis, la gestion budgétaire guinéenne n'a pas été mise dans le cadre d'une politique de développement. Si vous regardez très bien, la République de Guinée a trop demandé aux citoyens et l'État a très peu fait pour le citoyen. Regardez les caniveaux, regardez les morts, il y a tellement de choses à faire. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup d'argent. Quand nous prenons le volet investissement dans le budget, vous pouvez le faire vous-même. Prenez le montant consacré à l'investissement, comptabilisez sur une dizaine d'années, vous allez voir, c'est une montagne d'argent. Et vous allez voir, mais où cet argent a été investi? Probablement dans la poche de certains. Bien. Oui, on va ouvrir maintenant le débat du jour. Oui. Vas-y avec ta question. Vas-y avec ta question. Oui, sur le budget, la programmation, oui. Du budget. Vous dites que la loi organique relative à la loi de finances n'a pas jusqu'à date été mise en application. Bon, la loi a été votée depuis 2012, ça devrait être... Avec une période moratoire de 5 ans. De 5 ans, donc normalement 2017. Depuis 2017. Jusqu'à maintenant, nous ne sommes pas là-bas. Quelles sont les conséquences liées à cela? Bon, c'est qu'on n'est pas prêt, ça nécessite des réformes. Ça veut dire ça nécessite le changement de l'esquisse budgétaire, ça demande beaucoup de choses. C'est pourquoi on nous a donné 5 ans pour pouvoir l'appliquer. Ça veut dire que nous sommes toujours dans le budget de moyenne? Mais c'est toujours. Ça veut dire que la question est ouverte alors. C'est qui ne favorise pas. C'est des petites tentatives d'aller vers le budget de moyenne, peut-être qui devrait être fait en 2013, qu'on est en train de faire en 2023.
Bien. Parlons des TDR du jour. On parle évidemment de ces nominations qui suscitent quand même beaucoup d'interrogations. Ce décret du président qui attire les attentions, les chefs de quartier et de district qui doivent être nommés par les gouverneurs. Quelle est votre grille de lecture sur cette décision du CNRD, l'organe central de la transition? Bon, en fait, il faut des hypothèses. Oui. La première hypothèse, c'est qu'il n'existe pas la loi électorale révisée. C'est-à-dire, elle a disparu avec la suspension de la Constitution et les autres lois. L'ordonnance qui a mis en vigueur les lois contraires, non contraires à la charte, peut-être il fait pas, la code électoral ne fait pas partie de cette liste. Je dis des hypothèses. Oui. En ce sens, le décret est légal. Mais si, j'insiste, le code électoral est considéré comme une loi non contraire à la charte, donc il est en vigueur, le code électoral, la loi électorale est en vigueur, je préfère même la loi électorale parce qu'il n'y a pas de disposition réglementaire. En ce sens, il y a violation. Ça veut dire que le décret doit être attaqué devant la Cour suprême pour vérifier sa conformité à la loi. Donc il n'y a que des hypothèses. Maintenant, supposons, j'aime bien cela, lorsque on considère la Cour, on suppose que le décret serait attaqué et que la Cour va dire le droit et que la Cour dise ceci, que le décret est valable. Quelles sont les conséquences? Parce que c'est beaucoup plus important. Les conséquences, c'est que le quartier et les districts sont reconnus comme une autorité déconcentrée. Du fait que les organes sont nommés, ces organes ont à peu près le même statut que la sous-préfecture, parce que le sous-préfet est nommé. Ce qui signifie qu'on sera amené à trouver un statut pour les quartiers et districts, statut de fonctionnaires soit locaux ou national. Oui. En ce sens, ils doivent être rémunérés. Parce qu'ils ne peuvent pas faire l'enrichissement sans cause. Toute peine mérite salaire. Ils ne vont pas travailler pour l'État. Oui. Être nommé dans une fonction nécessite une rémunération et une dotation budgétaire. Voici un peu la conséquence. Mais ça, c'est sur le plan du statut du quartier. Mais il y a les conséquences politiques. Je crois que c'est là-bas, il y a assez de problèmes. Qu'on rémunère les chefs de quartier ou pas, ça ne concerne que les chefs de quartier de district. Le district, oui. Mais il y a un problème de fond sur le plan politique. À tort ou à raison, en Guinée, on suppose celui qui a le quartier ou le district, le jour du vote, il a le vote de ce quartier ou de ce district. Oui. Maintenant, là où il y a problème, supposons qu'aujourd'hui, on a fini la transition, c'est le décret qui continue. Oui. Un nouveau gouvernement est installé, un nouveau président est élu. Et après, il veut remettre son mandat en jeu 5 ans après. Oui. Alors que ce sont ces gouverneurs qui ont nommé tous les chefs de quartier, de district. Vous verrez, sur le plan seulement de l'élection, ces chefs vont plutôt obéir à l'administration qu'aux urnes. On connaît en Guinée, premier aspect. Le second aspect, le chef de quartier, ce n'est pas là seulement pour les élections. Il ne faut pas trop politiser. Oui. Il est là pour administrer le quartier. S'il ne fait pas la majorité, si on ne veut pas de lui, il n'est pas représentant du quartier, mais le représentant de l'administration, ça signifie que son administration ne fonctionnera pas. C'est la cause du non-fonctionnement de la plupart des administrations dans nos préfectures et dans nos sous-préfectures. Donc ça pose aussi un problème administratif. Donc normalement, si on veut une gouvernance dans l'intérêt des citoyens, le minimum, c'est de les associer
à la désignation de les chefs directs. Oui. Vous savez, beaucoup de Guinéens ne rêvent jamais rencontrer un maire. Ils ne rêvent même pas rencontrer le chef de quartier. Ça commence d'abord le chef secteur. Leurs besoins se limitent au niveau du chef secteur. Donc il faut comprendre que la majorité des Guinéens ont leurs problèmes ne dépassent pas le quartier. Dès que vous lui dites allons-y chez le maire, il dit bon, Mbara à la Tongo. C'est ce qui signifie, ces gens-là, il faut les écouter. Il faut qu'ils puissent dire si vraiment leur chef bénéficie de leur forfait de confiance. Alors que malheureusement en Guinée, si nous faisons les statistiques aujourd'hui, les enquêtes, vous allez vous rendre compte que la plupart des chefs de quartier, surtout à Conakry, à l'intérieur c'est pire, mais à Conakry même, vous allez vous rendre que la majorité des chefs de quartier ne représentent pas leur population, mais plutôt représentent l'administration. Alors sur le plan de la démocratie, sur le plan de la gestion des populations, c'est un échec. C'est pour qu'il faut faire très attention. Dire qu'on nomme, moi je ne suis pas contre. Mais j'aurais souhaité que derrière ce qu'on appelle nomination, qu'il y ait ce qu'on appelle un décret de consécration. Bien. Décret de consécration veut tout simplement dire, on va dire à un quartier, donnez-nous le nom de 2 personnes qui vous voulez qu'ils soient des chefs. Et l'administration choisira entre ça. En ce moment, le décret vient consacrer le choix à la base. Bien. Les gens aiment dire non, quand on va élire. Mais Conakry, la ville de Conakry, est une collectivité décentralisée. Mais qui est nommé parmi eux? Qui est élu parmi eux? Donc pourquoi on ne crée pas de statut particulier? Oui, précision importante. Oui, il y a ta question. Oui, est-ce que ce n'est pas en présence de ce vide juridique que c'est intervenu ce décret? Je m'explique et je vous pose la question. Et quand nous prenons le code électoral révisé en son article 98, il est dit que les districts et les quartiers sont des sections des collectivités locales. Alors la question qui se pose, de quelles collectivités de quoi on parle? Est-ce des régions? Est-ce les communes? Est-ce les communes urbaines ou les communes rurales? Est-ce que ce n'est pas un vide juridique peut-être qui a amené le CNRD à dire que les maires ont maintenant les prérogatives de nommer les chefs de quartier? Est-ce que ce n'est pas un vide juridique? Ce n'est pas question de vide juridique, mais c'est que malheureusement, quand il s'agit de faire la loi en Guinée, ce n'est pas des spécialistes qu'on appelle. Parce que les choses n'existent en droit que par leur définition. Lorsqu'on dit comment dirais-je, les districts, les choses sont des sections. Mais que signifie section en droit guinéen? Mais il n'y a aucune définition. Donc au lieu de dire ce sont des sections, je suis d'accord, mais après vous dites on entend par section, le problème sera réglé. Ouais. Si c'est un juriste qui l'a fait, dès qu'il dit bon, les quartiers sont des sections d'une commune, article suivant il va dire on entend par section. Tel. C'est ça. Des explications. C'est ce qui n'a pas été fait. Mais je vais vous dire une chose. En Guinée, on est tous juristes. C'est pourquoi on a assez de problèmes. Il y a 2 choses. Non, pas seulement juriste, malheureusement, notre question de développement est confrontée à un problème sémantique. Quand on dit agriculture, regardez bien, quand l'État envoie des intrants agricoles ou des machines agricoles, est-ce que réellement c'est aux agriculteurs on remet? Je ne réponds pas. Vérifiez. Ça a toujours été comme ça. Si on dit enseignants, les enseignants sont partis en grève, on va au quartier, on a vu sur Alpha Condé, on recrute n'importe qui, on dit qu'il faut le remplacer. Même les vendeurs de charbon. Mais c'est ça le problème. Après, pourquoi on considère que l'enseignement n'est pas une profession? Quiconque peut le faire. Un métier de seconde main. Non, ce n'est même pas un métier. Quand tout le monde peut faire quelque chose, ce n'est pas un métier. C'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire traditionnel. Donc, vous voyez, c'est ce problème que nous avons. Quand on dit droit, vous verrez, j'insiste,
vous verrez tout le monde là-bas, sauf les juristes. Même au CNT. Personne n'est parti en qualité de juriste. L'université est absente. Mais comment vous voulez qu'on sorte de bonnes choses dedans? Mais, bon, il y a l'ancien, il y a Eric Thiam qui est un juriste. S'il vous plaît, il y a magistrat, il y a avocat, il y a huissier, il y a juriste. Mais il était enseignant. Non, mais de juriste. C'est pas parce qu'on est enseignant, on est juriste. C'est pas parce qu'on enseigne le droit. Un avocat peut enseigner le droit. Oui. Mais ça peut faire de lui un juriste. La différence, c'est quoi? Il y a une différence fondamentale. Dites-nous la différence. Très bien. Un magistrat, juge. C'est ça sa fonction principale. Un avocat défend. Il s'en fout souvent du droit. Hein. Il interprète le droit dans l'intérêt de son client. C'est très clair. Oui. Le juriste dit le droit sans regarder la tête de quelqu'un. C'est ça la différence. Et le juriste est là pour faire la doctrine, dire exactement ce que le droit, ce que le législateur a dit. Clarifier. C'est ça la différence. L'interprétation du droit en bonne foi. L'explication avec la bonne foi. Il ne regarde pas la tête de quelqu'un. L'avocat regarde l'intérêt de son client. Bien. Voilà la différence. Cette autre question, puisque vous nous tendez la perche, comme aime le dire Yaya, quelle constitution alors pour la République de Guinée? Si vous-même vous dénoncez cela, au sein du CNT, il n'y a pas de juriste. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là des craintes? Bon, je vous dis, personne n'a été recruté en qualité de juriste. Oui. Ça veut dire on s'en fout. On a des universités qui ont 30 ans d'expérience en droit. L'État finance l'argent. Mais quand on dit faut aller pour le CNT, pour faire les lois, etc., c'est les associations des jeunes, des cultivateurs, des femmes maraîcheuses qu'on a retrouvées là-bas. On n'a jamais pensé à l'université. Oui. Ça a toujours été comme ça. Ça, c'est pas cette fois-ci, hein, c'est l'histoire de la Guinée. Là-bas, l'histoire s'est répétée. Donc le péché mignon. Ça s'est répété encore, ça n'a pas changé. Maintenant, le grand problème, franchement, quelle constitution pour la Guinée? Moi, je n'ai rien dit là. D'abord, j'attends ceux qui sont censés de nous présenter une constitution. Quand j'aurai le projet, je vous assure, si vous m'invitez, je viendrai de dire mon point de vue. Mais à l'heure là, je ne vois rien. Pour la simple raison, je vous le dis, pour la simple raison, je ne suis pas satisfait du débat. Mais peut-être on me cache quelque chose. Mais tel que les choses se sont déroulées, tel que je vois le débat, tel que je vois les rencontres, je ne suis pas satisfait. Mais comment vous voyez le débat? Je ne suis pas seulement satisfait. Vous avez assisté au débat d'orientation constitutionnelle? Vous avez été convié? Bon, j'ai été convié, mais je n'étais pas satisfait. À quel titre? J'ai été pris comme expert national et on a participé avec les gens. C'est directement un débat d'orientation. Mais le problème, je vous dis franchement, il y a un problème de TDR. C'est important. Le débat va servir à quoi? Est-ce que le résultat attendu va régler le problème de la Guinée? Parce qu'on peut faire un TDR avec des objectifs clairs, mais si l'objectif ne satisfait le problème posé, on n'a pas fait grand-chose. Hein? C'est pourquoi c'est une problématique complexe. Est-ce que vous voulez dire que vous avez assisté beaucoup plus à un débat politique qu'à un véritable débat constitutionnel? Ou bien est-ce que vous doutez de l'expérience juridique de ceux qui composent cette structure? Mon problème, vous voulez me faire parler, mais je vais vous dire ceci. mais docteur, on est dans le scanner. Mon problème, quand on dit nouvelle constitution, la première question serait pourquoi la nouvelle constitution? Cette question n'a jamais été posée. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle constitution? Ou bien on a besoin de réviser une des constitutions? Pour moi, la première des choses. Par exemple, je suis mécanicien. Vous amenez votre véhicule chez moi. Moi, je sais le véhicule n'a que le problème de batterie.
Vous me dites la voiture est foutue, il me faut une autre voiture. Je ne peux pas vous comprendre. Vous avez un problème de batterie. Sauf si vous n'aimez plus votre voiture, là je comprends, mais vous ne direz pas que la voiture n'est pas bonne, c'est pourquoi vous l'abandonnez. D'abord, il faut savoir, est-ce qu'on peut réparer la voiture? Est-ce que ça peut vous servir? Mais vous ne changez pas une constitution parce que vous voulez changer une constitution. Mais est-ce que celle que vous avez, parce qu'attention, les constitutions sont faites pour l'éternité. Avec possibilité, non, éternité. Avec possibilité d'amendement. Mais le soubassement qu'on met, c'est pas pour demain. C'est la parole du peuple. Après la parole de Dieu, la constitution devient la parole du peuple. Il ne faut pas changer ça à tout le moment. Si la parole d'homme est plus permanente que la parole du peuple, on est où? C'est qu'il y a des problèmes. Et surtout, je vais vous dire ceci. Si vous regardez l'histoire constitutionnelle de la Guinée, elle n'a pas été linéaire. Il y a eu toujours des périodes d'exception et qui n'ont jamais satisfait après. Un peu la constitution française qu'on a connue. Si on prend les mêmes périodes pour la constitution 59, il y a plus de 14 périodes d'instabilité en France. Donc c'est des questions qu'il faut nous poser. Ce qu'on a copié était instable. Est-ce que c'est les mêmes instabilités qui nous suivent parce qu'on a mal copié? Faudrait quoi d'abord? Donc je dis le débat au fond n'est pas là. Et deuxième, pourquoi nous ne respectons pas nos constitutions? Pour moi c'est le grand débat. On peut faire les meilleurs, on peut ramener la constitution américaine en Guinée, mais après on va violer. Donc la deuxième chose, pourquoi en Guinée on ne respecte pas la constitution? Deuxième débat. Et je vous dirai en réalité, aucune des constitutions guinéennes n'a été appliquée. Je ne voulais pas le dire tout de suite. Aucune. Donc, aucune n'a été appliquée. Leur point commun, c'est leur inappliquée parce qu'ils n'ont pas été appliquées. Elles n'ont pas été appliquées, c'est leur point commun. Je n'entre pas dans les détails. Donc, il ne s'agit pas de faire même, on fait des meilleures constitutions. Mais si on ne l'applique pas. Aujourd'hui, quels sont, si nous devons parler du TDR, docteur, quels devraient être pour vous, à votre avis, les TDR à définir pour un débat d'orientation constitutionnelle digne de nom en République de Guinée? Bon, moi je commencerai par dire on a besoin de l'avis de tout le monde, mais dans un cadre, dans une situation encadrée. Ils l'ont fait, on a vu des spots. Non, s'il vous plaît. Quand vous demandez quelqu'un quel type de constitution vous voulez, il veut que moi je veux que l'homosexualité soit garantie. Ça c'est pas dans la constitution. C'est ça le problème. Parce que quand j'ai écouté des gens parlent de ce qui doit être dans une disposition réglementaire, ce qui doit être dans une loi simple, ce qui doit être dans une loi organique, et on met tout ça dans la constitution. Même pour développer une collectivité locale, on veut que ça soit dans la constitution. Donc quand vous posez la question pour quelqu'un qui ne connaît pas, il faut l'aider. C'est important. Quand je vous dis comment on pratique l'islam, je vous ai créé des problèmes. Hein? Mais quand je vous dis comment on fait les ablutions, c'est plus facile. C'est ça la question. Donc je dis, les questions qui ont été posées, c'était des gens qui ont répondu, ne comprenaient même pas la question qui a été posée. Parce que vous me parlez de constitution, je ne connais pas la constitution. Tout ce que je vous dis, c'est n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai vu des rapports. C'est incroyable. C'est hallucinant. On demande une chose et son contraire. Je vous donne un autre exemple. On vous dit, on veut un régime présidentiel avec un premier ministre. Ce n'est plus un régime présidentiel. Ah bon? Aux États-Unis, c'est le régime présidentiel. Il y a un premier ministre? Non, il y a un vice-président. Non, il n'y a pas un premier ministre. C'est des exemples, je vous dis. Le poste de premier ministre n'existe pas. Vous-même, vous avez entendu cela quand même. Oui. Ça ne finit pas. Soit c'est un régime présidentiel, dites vice-président. Mais vous pouvez voir un régime présidentiel avec un premier ministre. Ça ne marche pas. Donnez un autre nom à ce régime. Appelez régime guinéen. Vous
vous avez moins de problèmes. Docteur commissaire Alassane Makane Rakake, notre invité de ce matin dans cette émission, le scanner, ensemble jusqu'à 10h30. Il nous reste encore des minutes à égrener avec les enseignements, si on peut le dire, de ce grand juriste. Il a beaucoup de casquettes. On va éviter de citer toutes ces casquettes. On va se limiter à ancien chercheur. C'est mieux. Très bien. Oui, Yaya, pour ta question. Est-ce qu'on peut dire, jusque maintenant, le problème, si on peut dire que plus ou moins le problème des collectivités locales, j'en viens, est réglé, mais on peut dire qu'on a des soucis, quelques soucis au niveau de la décentralisation. C'est juridiquement d'abord réglé, mais je vous dis sincèrement, rien n'est fait d'abord. Vous savez, pour mieux gérer, pour mieux gouverner, il faut impliquer les destinataires de la décision. Il ne faut pas s'asseoir à Conakry pour légiférer pour les gens de Koufin. C'est très grave. Pour moi, question de quartier, il faut aller à la base. Demandez ces gens-là, qu'est-ce que vous voulez? Au moins, ils savent ça, ce qu'ils veulent. Mais respectons-les, il ne faut pas parler à leur place. Nous gouvernons ensemble. Personne n'est supérieur à un autre en Guinée. Ce n'est pas parce que j'occupe une position de décision que je veux penser que ce que je décide, tout le monde aime ça. Même dans une famille, il y a des gens qui ne mangent pas, qui mangent, d'autres mangent. Donc il faut comprendre ça, il faut demander les gens. Dans l'ancienne constitution, on parlait des conseils régionaux. C'est ce qui me semble un peu contradictoire, parce que c'était prévu quand même qu'on ait des conseils régionaux qui pouvaient regrouper tout ce qui est conseils communaux et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, nous assistons toujours à ces gouverneurs. Et est-ce que de ce point-là, il y a un autre problème qu'il faut résoudre et que l'OCNT soit... Je suis très content parce que le frère me dit qu'on n'applique pas les constitutions. C'est tout. La constitution de 2010 a fait de la région une collectivité décentralisée. Mais est-ce que la région est une collectivité décentralisée? Après 11 ans de gouvernance, on n'a pas pu le faire. C'est qu'on ne veut pas le faire. Je vais vous dire beaucoup d'autres choses. Ça n'a pas été appliqué. C'est pourquoi je vous dis, c'est pas qu'écrire. Mais si je vous prends un autre exemple, la Constitution de 2010, il est dit que le pouvoir de nomination des hauts cadres appartient concurrent au président de la le Premier ministre. Et la liste pour laquelle le président doit nommer doit être déterminée en Conseil des ministres. Ça n'a jamais été fait. On a dit qu'on ne touche pas la Constitution. Elle a été touchée. On a dit qu'on ne poursuit pas un député tant que l'immunité n'a pas été levée. Ça a été fait. Mais est-ce qu'on l'applique? Sous Alpha Conté, c'était la même chose. Des députés ont été arrêtés, mis en prison, sans que l'immunité ne soit levée. C'est pourquoi je vous dis, en réalité, on fait un bon document, un très bon document, et on met à côté. Mais je vais vous dire une dernière chose. Le premier cours, mes premiers cours de droit, j'ai dit à mes étudiants, connaître si le droit marche dans l'état du droit dans un pays, mettez-vous à un grand rond-point. La manière dont vous verrez les véhicules et les hommes se déplacer, c'est exactement le droit dans ce pays. Non mais, je viens de Koza. Ce qui est très bien dit. Je viens de Koza. Et donc, pour traverser Koza, ici j'ai fait 1h30. Mon Dieu. À cause de quoi? Parce que un monsieur en train de parler avec son ami, tu klaxonnes, il t'insulte. C'est ça le problème. Ouais. Et personne n'est là. Vous faites, le policier dit un seul rang. Les gens font 3. Et puis on les laisse passer. Plus tu respectes le droit, plus tu es en arrière. Si j'avais fait comme je serais là avant. Ouais. Mais comme je dis, moi je respecte le droit.
tant pis pour moi. Vous êtes resté. Est-ce qu'alors là, il ne faut pas faire ce qu'on appelle une association de juristes et de sociologues pour qu'enfin qu'on puisse quand même définir une autre démarche pouvant nous amener à faire respecter strictement la loi? Pour moi, on a besoin de faire les états généraux sur l'application de la loi en Guinée. L'Assemblée nationale ignore qu'elle est chargée d'élaborer la loi et de contrôler l'application de la loi de la même manière que le budget. Mais nos assemblées n'ont jamais contrôlé, elles se sont jamais rassurées est-ce que les lois adoptées sont appliquées. Donc aujourd'hui, la Guinée, vraiment pour que ça aille, nous avons besoin de faire les états généraux sur l'application de la loi. Moi, j'ai participé à plusieurs enquêtes. La dernière enquête date de 2017, je ne me rappelle pas très bien. Les enquêtes parlementaires? Non, les enquêtes avec Kojinta sur l'application de la loi en Guinée, mais nos enquêtes ont prouvé que 18%, oui, 18% disent que la loi est appliquée en Guinée. 18%. 18%, mais vous-même, faites vos propres... Regardez vous-même si la loi est appliquée. Donc notre problème, ça ne sert à rien de faire la plus belle constitution tirée du paradis. Parce que tirer du paradis, on ramène. Si on ne va pas l'appliquer, ça on va laisser à qui la poser sa question. Oui. On va parler de l'ex-CENI. D'ailleurs, vous étiez un des membres. Aujourd'hui, la CENI, elle est mise de côté. Et on dit que c'est le ministère de l'administration et de la décentralisation qui va organiser les prochaines élections. Comment vous trouvez cette démarche des autorités actuelles? Bon, moi, je vais vous dire franchement, en tant que chercheur, j'ai travaillé à la CENI. En réalité, c'est l'administration du territoire qui a toujours organisé les élections. En réalité. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ça ne sert à rien de vous mentir. En réalité, ils ont, depuis des années, ils ont l'expérience. La CENI est incapable, la CENI dont nous avons, d'organiser les élections en Guinée pour la simple raison. Si on n'implique pas les autorités locales, mais qui va faire sortir les gens? Donc en Guinée, on a quand même besoin de l'assistance technique. Et nous et la CENI, c'est ce qu'on a fait, l'assistance technique. Mais s'il vous plaît, si on retire de ce qui est technique dans les élections, il reste quoi? Parce qu'il faut carrément qu'on se dise la vérité. Parce que c'est la CENI, elle n'est pas indépendante, elle est ceci. Disons-nous la vérité. L'article 2 est clair. La CENI organise les élections avec l'assistance technique du MATD. Mais l'assistance technique, c'est quoi? En réalité, si on retire tout ce qui est technique dans une élection, il reste quoi? Donc moi, franchement, je ne vois pas, si ce n'est pas question politique, pour dire que EMATD fait. Mais moi, j'ai un seul souci seulement. Les noms, ça ne veut rien dire. CENI indépendante, non indépendante. Pour moi, la question n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut pour que les résultats issus des urnes reflètent, ne soient pas détournés? Pas détournés. Pour moi, la question est là. Mais qui va organiser? Pour moi, cette question est secondaire. Qui va organiser? Elle est secondaire. Mais le plus important, comment peut-on faire que ce que le peuple a dit dans les urnes, qu'il n'y ait aucune modification? Pour moi, le débat doit être là. Après, on saura qui va organiser. Mais nous sommes en train de qui va organiser, c'est ni technique, c'est ni non technique, c'est ni démocratique, c'est ni ceci. Compliqué. Oui, d'un expert en la matière, puisque vous avez été à la CENI, concrètement, qu'est-ce qu'il nous faut? Est-ce qu'il faut une administration électorale indépendante, autonome, financièrement et techniquement, pour échapper de toute pression politique? Je vous dis, est-ce qu'il faut... Ça, c'est sur papier. Tout ça, c'est beau, c'est sur papier.
administration électorale indépendante. Indépendante par rapport à qui? Par rapport aux acteurs politiques. Ah, peut-être. Peut-être au pouvoir central. Et au pouvoir central. Ah, c'est là la question. Parce que dès qu'on dit une administration, c'est une autorité. Une autorité administrative, elle est indépendante par rapport à l'organe dont elle exerce une partie d'attribution. Mais elle est soumise à un pouvoir exécutif. Il n'y a pas d'indépendance, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas que les terminologies nous trompent. Donc jamais d'indépendance pour un organe de gestion. L'État est indépendant dans le cadre d'une philosophie politique, parce qu'en fait, Marx dit il est bon d'être philosophe. C'est tout. Il faut dire qu'il est indépendant. Mais on sait en réalité que cela... Je vais vous faire une. Moi, j'ai dit à la maison que ma femme, elle est la reine. Mais c'est vrai, quand j'ai dit elle est la reine, mais après j'ai dit la reine, j'ai besoin de ça. La reine, j'ai besoin... Elle est reine ou quoi? Là, on se comprend. Oui, la question. Évidemment. Une reine ne doit pourtant pas travailler. Voilà, là, ça c'est ma dernière question. On va parler de l'ancienne constitution au temps d'Alpha Condé qui avait été modifiée pour son 3e mandat. Et là-bas, on avait parlé de la non-organisation des manifestations qui avait d'ailleurs été interdite. Aujourd'hui, avec la charte aussi, on parle d'interdiction de toutes les manifestations. Comment vous trouvez ceci? Est-ce que pour vous, il y a de l'intangibilité dans tout ce qui se passe côté droit et surtout l'état de droit dans le pays? Bon, en fait, les constitutions n'ont jamais interdit, ont consacré. D'accord. Ça, toutes les constitutions, vous serez étonnés. La constitution de Sékou Touré, ce n'était pas interdit. Donc toutes les constitutions on a consacré. Si vous regardez les droits consacrés par la constitution de 82, c'est beaucoup plus large que nous actuellement. Mais n'oubliez pas Cambouaro, alors qu'il y avait cette constitution. C'est pourquoi je vous dis on n'applique pas. Donc revenons. Le problème, il est arrivé à un moment où c'est des décisions qui interdisent les manifestations. Mais c'est un débat entier. Pour vous dire tout simplement, nous adoptons des lois et on en fait de l'hygiène de tomber. Mais je vais vous dire ceci, ce qui est extraordinaire. Pourquoi? Quelle est la conception du Guinéen par rapport au droit? N'oubliez pas, la première Assemblée nationale, son président a été très clair. Il dit, nous, les Guinéens, nous ne ferons pas des lois qui vont nous enfermer. Ce qui signifie que pour le Guinéen, le droit est un instrument. C'est pourquoi jusqu'à maintenant on a ce problème. Il faudrait que le droit devienne une norme qui arrête. Pas un instrument qu'on utilise quand on veut. Et si on ne veut pas, on nettoie très bien, on met à côté. Pour nous, le droit semble être cela. Alors, oui, au regard de tout ce que vous venez d'énumérer ici, le respect de la loi, le problème des constitutions, les problèmes de décentralisation liés aux collectivités locales, à l'œil d'un juriste averti, qu'est-ce qu'il nous faut aujourd'hui pour que plus jamais cela ne puisse se passer dans notre pays? Il faut écouter les populations. En polyarchie, il est dit que la démocratie est un idéal. On ne peut pas l'atteindre. Mais dans les sociétés modernes polyarchiques, il est nécessaire de faire participer les citoyens dans la gestion de leurs affaires plus large que possible. Si on ne peut pas faire participer tout le monde, mais la grande majorité doit participer. Écoutons les habitants des districts et des quartiers pour qu'ils nous décrivent le profil de leur chef. S'il vous plaît, je termine votre réponse par ça. Le droit, le monde juridique doit être le reflet du monde physique. Si vous ne voulez pas vous créer des problèmes, vous venez dans une ville, vous trouvez que tous les habitants ont plus d'une femme. Si vous ne voulez pas avoir des problèmes, dites ici, la polygamie est autorisée. Si vous dites là-bas monogamie,
Vous aurez des problèmes. Évidemment. Docteur Alassane Makane Rakake, ancien chercheur, juriste, ancien membre de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il était notre invité de ce matin dans cet autre numéro de votre émission, Le Scanner. Merci, docteur, d'être passé dans cette émission et pour toutes ces précisions. Merci. On va prendre quelques réactions laissées sur notre page Facebook Flash Guinée Kavi Média. Sekoubarou Biyalo qui dit la précision est très importante. Je pense qu'il faisait allusion aux explications de Dr Makane Rakake. Et Nicolas Sakouvougui qui dit Dr Makanera est un 10. Hein. Et Mamad Bangoura qui dit félicitations à vous. Donc nous nous arrêtons là parce que nous sommes vraiment pris par le temps. Merci Akila Libadara. Merci. Merci Yaya Diallo, l'enquêteur en chef. Demain c'est jeudi, on ouvre un autre dossier, hein, il faut le rappeler. Ouais, merci le chef de file. Hein. Ouais, merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés ce matin. À la radio, ils étaient nombreux de ce côté, Mamadou Diallo, Mohamed Yatara, Kandé Sankon, avec une réalisation de Michel Ouamounou à la production Alpha Silla, Régie Télé, Vabako Ivoki, Hassan Sou, Robert Kourouma, Salif Bangora et Melika Sita Otaye qui nous ont accompagnés, le tout sous la coordination du directeur technique Omar Diallo. Nous, on vous dit au revoir dans l'espoir de vous reprendre demain, même heure, même fréquence, avec d'autres actualités dans votre émission de référence, Le Scanner. Le Scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec Le Scanner, sans les coups de tonnerre.